Bonjour, ici Camille. Aujourd'hui, je suis un peu triste, car Guillaume Neveu, mon collègue médiateur, va bientôt partir en congé et je ne le reverrai plus avant un certain temps. Mais ce qui me console, c'est qu'il m'a promis de m'envoyer des cartes postales. Et justement, nous nous sommes demandé, mais au fait, depuis quand existent les cartes postales ? Alors, nous nous sommes intéressés à leur histoire. Et aujourd'hui, je vais pouvoir vous faire profiter de nos découvertes. La première carte postale apparaît en France au début de l'année 1873. Et au début, elle n'a rien, mais alors rien d'esthétique. Appelée carte postale précurseur, c'est un objet de correspondance très officiel et très sérieux. Comme aujourd'hui, elle est déjà en carton, mesurant 12 cm de long et 8 cm de large. Mais elle ne porte aucune illustration. Le recto est réservé à l'adresse du destinataire, au timbre et à diverses informations postales. Tandis qu'au verso, une surface vierge accueille le message. Bien qu'elle ne porte aucune décoration, elle va remporter un grand succès, car elle est très simple d'utilisation. On peut envoyer des messages courts sans avoir besoin d'enveloppe. De plus, comme elle est moins lourde qu'une lettre dans son enveloppe, elle bénéficie d'un tarif réduit. Ce sont ainsi 7 millions de cartes qui seront vendues dès le mois de janvier. Quelques années plus tard, en 1878, le timbre sera directement imprimé sur la carte, ce qui la rendra encore plus pratique. C'est ce que l'on appelle un entier postal, qui existe encore aujourd'hui sous le nom de prêt-à-poster. Le timbre est déjà dessus, il suffit donc de rédiger son message et l'adresse du destinataire et hop, dans la boîte aux lettres. Les années suivantes, l'engouement du public pour les cartes postales va encore s'accentuer grâce à un certain Jules Ferry, dont vous avez certainement déjà entendu le nom. C'est le ministre qui va créer l'école gratuite, obligatoire et laïque. Tous les enfants de France vont pouvoir apprendre à lire et à écrire et donc envoyer des cartes postales. Dans le même temps, une nouvelle invention appelée phototypie, à mi-chemin entre la lithographie et la photogravure, va permettre de reproduire à grande échelle des modèles sans trame d'une grande finesse. Dès lors, les peintres, illustrateurs et fabricants de tout horizon vont rivaliser de goût pour proposer au public des cartes fantaisie, des cartes photographie, des cartes publicitaires ou artistiques. Les Français vont en raffoler. C'est l'âge d'or de la carte postale illustrée qui commence. On va pouvoir s'adresser des vœux de bonheur à l'occasion des fêtes de fin d'année et des félicitations pour tous les heureux événements de la vie, anniversaire, mariage, naissance, obtention d'un diplôme. Et surtout, les amoureux vont s'envoyer des déclarations d'amour enflammées sur des cartes qui représentent souvent des scènes très romantiques. Par exemple, des couples qui gravent des cœurs sur l'écorce d'un arbre lors d'un rendez-vous secret dans les sous-bois, ou bien encore un pigeon voyageur qui apporte discrètement une réponse tant espérée et qui symbolise la meilleure promesse de fidélité, puisque les couples de pigeons restent ensemble toute leur vie. On y voit aussi des angelots, des petits amours ailés ou des enfants portant une boîte de facteurs remplie de billets doux. Et bien sûr, on y voit le facteur lui-même que l'on attend toujours avec tant d'impatience. Mais comme vous l'aurez compris, la carte postale voyage à découvert, contrairement à une lettre dans son enveloppe. C'est pourquoi les amoureux timides, qui hésitent à déclamer leur amour au grand jour, ou qui parfois ne savent pas comment trouver les mots, pourront toujours utiliser le langage secret des timbres. Par exemple, un timbre rouge à l'endroit voudra dire 1000 baisers, tandis qu'un timbre bleu à l'envers signifie votre amour me ravit. Du côté de la poste, en revanche, la loi est toujours aussi claire et interdit formellement de violer le secret de la correspondance, quel que soit son support.
Ainsi, en 1874, une postière normande est condamnée pour avoir lu à ses collègues à voix haute une carte postale adressée par un curé à l'une de ses paroissiennes. Mais comme je vous le disais, les cartes postales sont également illustrées de thèmes très variés. Les monuments célèbres des grandes villes, des mises en scène d'histoires populaires et même des informations sur la mode, l'actualité et les grands événements internationaux. Par exemple, l'une de mes préférées est la toute première carte postale de la Tour Eiffel, mise en vente peu de temps après son inauguration, pendant l'exposition universelle de Paris en 1889. C'est aussi la première carte postale illustrée à avoir autant de succès. Plus de 7000 exemplaires en étaient vendus tous les jours. Les visiteurs pouvaient les acheter aux 3 étages de la Tour Eiffel pour prouver à leurs proches qu'ils y étaient bien montés. Cette carte sera disponible jusqu'en 1891 et aura été vendue à plus de 300 000 exemplaires en tout, un record. Elle me plaît beaucoup car aujourd'hui, en 2020, 130 ans après l'ouverture de la Tour Eiffel, on voit encore la Dame de Fer depuis la grande baie vitrée du 4e étage du musée de la Poste. Avec l'apparition de la lithographie couleur, les cartes postales illustrées vont également pouvoir porter de véritables œuvres d'art, et même des chefs-d'œuvre, comme les reproductions d'affiches de Jules Chéret et d'Alphonse Muchat, l'un des inventeurs de l'art nouveau. Un autre cofondateur du mouvement, Eugène Grasset, dessinera quant à lui les pochettes d'une très belle série de cartes appelée la collection des 100. Car oui, de la même manière qu'aujourd'hui on collectionne les cartes Panini ou les cartes Pokémon, à l'époque, beaucoup de gens collectionnent les cartes postales illustrées. On les appelle les cartophiles, et ils sont aussi nombreux que les philatélistes qui collectionnent les timbres. Ces inconditionnels sont à l'affût de toutes les nouvelles parutions et possèdent leur club et leur revue spécialisée, comme la carte postale illustrée, la plus ancienne, fondée en 1899, ou encore la revue illustrée de la carte postale, créée l'année suivante. Les cartes postales, il y a ceux qui les collectionnent et il y a ceux qui les confectionnent eux-mêmes. Car le succès des cartes postales va inspirer tous les artistes du quotidien, des gens comme vous et moi. Il suffit de trouver un morceau de carton vierge, de le découper en rectangle et de le décorer avec tout ce que l'on veut. Gouache, aquarelle, dessin, encre, collage. Ce support accueille toutes les fantaisies. Et à la fin, une adresse, un timbre et c'est parti. D'ailleurs, à la Poste, nous en avons un exemple célèbre, en la personne de Frédéric Pioche, agent des Postes à Paris. Entre 1903 et 1910, il s'est plu à envoyer des dizaines de cartes postales illustrées de ses propres mains à ses amis, mettant en scène l'actualité avec des caricatures et des dessins humoristiques. Il s'amuse aussi avec l'adresse, le timbre et même le tampon de la Poste, qui font partie intégrante de ses créations. Sur l'une d'entre elles, par exemple, on peut voir un personnage qui pousse une brouette, avec le timbre dans la brouette, l'adresse écrite sur le côté de la brouette et le tampon rond de la Poste qui forme la roue de la brouette. Parfois, il écrit même l'adresse dans tous les sens, avec le nom du destinataire dans un coin, le nom de la rue dans un autre et le nom de la ville encore ailleurs. Mais le facteur pioche, comme on l'appelle entre nous, est loin d'être le seul. Beaucoup de Français de la Belle Époque vont adopter le format de la carte postale pour réaliser leur propre composition, souvent riche en couleurs. Certains vont même s'amuser à découper de tout petits bouts de timbre qu'ils vont ensuite méticuleusement coller sur le dessin de leur carte pour l'embellir encore plus. Aujourd'hui, ces collages du début du XXe siècle sont de véritables pièces de collection. Dans le même temps, de grands courants artistiques vont utiliser ce support pour se faire connaître du public. Le futurisme, le dadaïsme, le surréalisme, mais nous y reviendrons dans un prochain podcast. Car le mouvement artistique qui va se développer uniquement en passant par la poste est le mail art. Je ne sais pas si vous parlez anglais,
Ce courant artistique porte un nom anglais car il est né aux États-Unis au début des années 1960. Art, je pense que vous l'aurez compris, cela veut dire art, tout simplement. Et mail, à l'origine, veut dire la poste pour les anglo-saxons. Mail art, cela veut donc dire l'art qui passe par la poste. Le mouvement est fondé par un artiste new-yorkais, Ray Johnson, qui est déjà une figure reconnue du néo-dada et du pop art dans les années 50. Au début de la décennie suivante, il va entreprendre d'envoyer par la poste des lettres collages, enrichies de jeux de mots, de messages codés ou recouverts d'images insolites découpées dans des magazines. Parfois, ce sont également des invitations à des rendez-vous, réels ou fictifs. Il les envoie à de grandes célébrités, comme à de parfaits inconnus qu'il a choisis au hasard dans l'annuaire, accompagnés de cette inscription. Complété SVP et renvoyé à Ray Johnson. Son carnet d'adresses, que l'on appelle un réseau ou network en anglais, va progressivement s'agrandir et finir par faire le tour du monde. Il sera baptisé en 1962 la New York Correspondence School of Art, que l'on pourrait traduire par École new-yorkaise de l'art de la correspondance. Les règles que Ray Johnson donne à son école sont très simples. La plus connue est « pas de jury, pas de prix ». Pas de jury, cela veut dire que le mail art est ouvert à tous, que tout le monde peut participer, sans avoir besoin d'être passé par de grandes écoles. Tous les artistes sont les bienvenus, qu'ils soient confirmés ou amateurs. La création est libre et tout est possible, pourvu que cela passe par la poste. Pas de prix, cela veut dire qu'un envoi de mail art est un don. Lorsqu'on fait partie d'un réseau, on reçoit donc gratuitement des œuvres d'art à domicile, à condition d'en envoyer en retour. En tous les cas, elles ne sont pas à vendre et on peut les reproduire autant de fois que l'on veut. Le mouvement mail art de Ray Johnson va rapidement connaître un grand succès. Des réseaux de milliers d'artistes vont peu à peu se former d'un bout à l'autre de la planète. Une première exposition verra le jour à New York en 1970 et sera suivie par beaucoup d'autres. Près de 80 congrès internationaux se réuniront également à partir des années 80, qui permettront aux mail artistes du monde entier d'enfin se rencontrer après avoir correspondu à distance pendant de longues années. Au musée de la Poste, nous ne possédons malheureusement pas d'envoi de la main de Ray Johnson lui-même. Mais nous avons néanmoins de très belles créations de mail art, parmi lesquelles les œuvres de Ryosuke Koen. Dans la plus pure tradition de la New York Correspondence School of Art, cet artiste japonais contacte en 1985 plus de 6000 correspondants répartis dans plus de 80 pays. Chaque participant doit lui adresser en retour un tampon ou un timbre personnalisé, un dessin ou un autocollant. Puis, Ryosuke Koen assemblera le tout pour réaliser près de 1000 planches imprimées. Ce projet, et l'œuvre monumentale qui en découle, est intitulé Brain Cell. Brain Cell, cela veut dire cellule du cerveau, neurone en français. Comme ces milliards de cellules connectées dans notre cerveau et qui communiquent en permanence, le mail art symbolise ce besoin qu'a toujours eu l'humanité d'échanger, de créer et d'inventer par-delà toutes les frontières. Après ce grand voyage dans l'univers de la carte postale et du mail art, j'attends avec impatience de voir ce que Guillaume va m'envoyer. Et connaissant sa créativité, je sens que je ne vais pas être déçue. En attendant, n'hésitez pas à venir me rendre visite au musée. Maintenant que Guillaume est parti, je n'ai plus personne à qui parler. À bientôt!